citoyens d'ici et d'ailleurs, c'est à chaque fois un plaisir de vous retrouver pour Actu Chic. À mes côtés, mes deux fidèles lieutenants, Charles Koulibaly et Audrey Barbosa. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Tout va bien, toujours aussi pauvre, mais ça va. Et vous, Audrey? J'ai mal partout, mais ça va. Ok. Tu as fait quoi pour un matin? Un sport intense. Eh ben, dis donc. C'est quoi comme sport? Nous Quel aussi, genre de on sport? aimerait... La gym. Ah, ok. Bon, on va s'y mettre aussi. On ne pensait pas à autre chose. Alors moi, rapidement, j'ai découvert les activités de terrain que mène Dekpero. C'est un blog d'abord et une association, et au cours du mois d'octobre, ils ont mené ou instauré un Pink Trip. C'est une croisière de sensibilisation et de communication autour du cancer du sein. Bravo donc à toutes les initiatives allant dans ce sens. Alors, de quoi va-t-on parler dans la discussion? C'est juste après ceci. Alors, la pollution par les plastiques a un impact énorme sur nos océans, nos sols, notre environnement, notre chaîne alimentaire et aussi sur notre santé. Nous produisons plus de 300 millions de tonnes de plastique et au moins 8 millions de tonnes finissent dans l'océan chaque année. L'ONU estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Les sacs plastiques prennent environ 450 ans avant de se dégrader. Comment faire pour réduire notre utilisation des sacs plastiques ou même du plastique? Il faut déjà sensibiliser les populations sur les dangers des sachets plastiques. Ensuite, il faut rendre accessible à tous les sachets biodégradables parce que on a remarqué que dans Cotonou, c'est des trucs plutôt chers. Alors qu'à côté, tu as un sachet non biodégradable à 50 francs, on te vend un sachet biodégradable à 100 francs, 150, des fois même 200. Ensuite, il faudrait penser à implanter sur le plan national une usine de fabrication de sachets biodégradables. Biodégradables. Oui. Après, dans les autres pays, il y a des pays qui se servent de ces déchets-là pour produire de l'électricité, de l'énergie. Charles a déjà tout dit. Moi, je vais plutôt insister sur la production de sachets biodégradables et de sacs réutilisables. Et puis, il a parlé aussi d'implanter des usines de fabrication de sachets biodégradables. Je pense qu'il y a de petites entreprises déjà qui en fabriquent même à la main et qui ne sont pas connues. Donc, je pense qu'on pourrait les aider dans ce sens-là. C'est tout ce que je pourrais dire. Oui, ça se voit déjà même quand on parle à la pharmacie, payer des médicaments. Voilà. Et au niveau des sacs en papier, il y a certaines entreprises déjà qui sont à pied d'œuvre pour essayer à leur façon de lutter contre ces sachets plastiques-là. Mais est-ce que vous pensez que au Bénin, on peut reproduire ce qui est fait au Rwanda? Pour ma part, ce n'est pas impossible, mais ce sera un peu compliqué parce que la preuve est là que quand tu vas chez une vendeuse, très souvent certaines vendeuses ont à côté des emballages, c'est-à-dire ce qu'on appelle à emporter, et des sachets. Le Béninois moyen préfère utiliser les sachets à emporter, qu'on appelle communément ici. Donc, ce sera possible, mais... Encore que les plats jetables aussi, il faudrait aussi essayer de limiter ça parce que c'est toujours du plastique aussi, je pense. C'est du plastique, mais bon, je pense que les effets sont moindres que... Je n'en sais absolument rien. Mais le fait est là que le Béninois préfère utiliser les sachets noirs là. Donc il faut déjà trouver un moyen de substitution avant de penser à interdire ça, quoi. Donc, Et il faudrait aussi rappeler qu'au Bénin, la loi interdisant la fabrication, l'importation, la vente et l'utilisation des sacs plastiques est entrée en vigueur depuis le 27 juin 2018. Mais depuis, sur le terrain, il y a des actions qui sont menées, mais les sachets plastiques continuent d'être avec les bonnes dames qui nous servent. C'est entré dans notre mode de vie, hein, donc ça va être un peu difficile de s'en séparer. Ce n'est pas impossible, mais ce sera compliqué. Comme je dis, il va falloir vraiment sensibiliser les gens sur les dangers de ces sachets-là. Déjà, reproduire le modèle rwandais, je pense que c'est déjà une bonne idée, mais ce sera très difficile étant donné qu'on connaît la population béninoise. Je sais qu'il fut un temps où le gouvernement a même interdit l'utilisation du sachet sur toute l'étendue du territoire.
Mais dès qu'il lâche prise, bon, le béninois, il recommence à faire à sa guise et voilà un peu. Donc ce sera vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais ça reste une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais il faut dire, comme vous l'avez dit, mais il y a des, on va dire, des réseaux de contrebande qui mènent leurs activités en douce et qui proposent ces sacs plastiques là aux bonnes dames. Donc, il faut aussi, au niveau des frontières, empêcher les entrées, comme ça se fait au Rwanda ou à l'aéroport. Il y a un contrôle qui est fait. Et quand, strict. oui, et quand on vous prend, vous allez payer une grosse amende, je crois. Notre loi est déjà entrée en vigueur, donc maintenant, il faudrait passer peut-être à l'étape supérieure parce que je pense qu'il y a déjà eu une bonne phase de sensibilisation, déjà après la loi qui a été votée et l'entrée en vigueur qui a été faite en juin 2018. Il faudrait déjà donc changer nos habitudes si on veut aller payer chez la bonne dame, la vendeuse d'igname par exemple, sortir peut-être avec notre bol qu'on met dans notre sac réutilisable pour essayer déjà de changer nos habitudes. Il faudrait déjà comprendre la gravité de la situation et privilégier l'utilisation des sachets biodégradables, des sacs réutilisables. Octobre Rose, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, le cancer du sein. Et vous, Charles? Bien sûr, c'est le mois dédié au cancer du sein. Bien trouvé, le mois d'octobre est donc celui consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein, un mal qui touche une femme sur 9. Connaissez-vous les facteurs de risque qui peuvent conduire à ce cancer? Je ne sais pas grand-chose de cette maladie. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une maladie héréditaire et que dès que quelqu'un l'a dans votre famille, vous avez des chances de l'avoir. Ok, alors Charles, et vous, connaissez-vous certains facteurs de risque? Bah, bien sûr, je rejoins Audrey, mais ce n'est pas que c'est héréditaire en fait. Comme elle a dit par la suite, quand quelqu'un l'a dans votre famille, vous avez le risque potentielle chance de l'avoir. Donc, à part l'hérédité, il y a aussi le mode de vie, etc. Ok. Alors, plus de détails sur les facteurs de risque et sur les mesures préventives dans cet extrait. Dans le monde, le cancer du sein, c'est le plus fréquent des cancers, surtout chez la femme, et au-delà de 45 ans. Quand on dit cancer du sein, avant que ça en devienne cancer du sein, c'est d'abord un nodule dans le sein que nous recherchons. Quels sont les facteurs de risque de ce cancer du sein? Il y a le risque familial, c'est ce qu'on nous a appris, le risque familial. Lorsque votre mère ou une sœur a fait le cancer du sein, c'est sûr que vous allez en faire. Le risque est multiplié par 2. Il y a la nulliparité. Il y a des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, jusqu'à 45-55 ans. Ça, c'est un risque. Il y a la prise de pilules, la contraception de pilules, surtout sur 10 ans, c'est un facteur de risque. Il y a l'âge, surtout là, avec les femmes ménopausées. Le surpoids ou l'obésité, il a été dit qu'il ne faut pas fumer. Comme facteur de risque aussi, une alimentation riche en graisse animale. C'est pourquoi il est bon qu'on consomme, qu'on mange bien, que l'hygiène alimentaire soit de mise. Il faut vraiment une hygiène. D'abord une hygiène corporelle, une hygiène riche en fruits et légumes, faire de l'exercice physique et ensuite, quand on accouche, quand les femmes accouchent, il faut qu'elles allaitent leur bébé de manière exclusive de 0 à 6 mois. Parce que ça aussi, quand on n'allaite pas, ce n'est pas bien. Alors Charles, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette fois-ci? Citoyens d'ici, d'ailleurs, nous voilà à la partie de l'émission que vous attendez tous. Nous sommes en saison pluvieuse. Qui dit saison pluvieuse dit inondation. Qui dit inondation dit agla.
Donc pour les habitants d'Agla qui s'ennuient et qui se plaignent de l'eau, je leur ai trouvé une activité à faire. Qui habite à Agla ici? Pas moi. Je ne suis pas sûr. Mais attendez, Je ne suis pas à glace sur scène. Agla les pères. Là, c'est Agla. Agla les pères, mais vous habitez à Tangba. C'est pas non plus sexy, c'est très humide. Merci beaucoup. Mais comment on peut appeler cette activité-là? On va trouver un nom spécial. Ok. Mais à Agla, tu vous assures qu'ils peuvent reproduire ça à Agla? Bah bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas? Ok. En image, je vous ai trouvé l'homme le plus chanceux du monde, mais pas très chanceux en fait. Ensuite, je vous ai trouvé aussi l'homme le plus fatigué du monde. Est-ce que quelqu'un autour de la table connaît les étoiles de mer? Oui, C'est quoi une étoile de mer? elle est dans l'océan. Une étoile de mer, un animal marin. Mais apparemment, nous n'avons pas la même conception d'étoile de mer que les pasteurs. Alors, Donc, je vous laisse voir en vidéo la définition d'une étoile de mer selon la femme d'un pasteur. J'enlève toute merde, je coupe toute merde qui t'avait mis en arrière, toute chose qui t'avait mis en retard. Aujourd'hui, là, cette chose meurt dans le nom de Jésus. Ton étoile sort de terre. Si on avait jeté ton étoile dans l'eau, cette étoile-là sort de l'eau. Si on avait... C'est pourquoi il y a des étoiles de mer. Vous êtes là, vous voyez les étoiles de mer, c'est des étoiles des gens qui ont été jetés dans l'eau. Depuis avant votre naissance. Et ça a grossi dans l'eau. Il y a les étoiles, il y a les trucs dans l'eau, on appelle étoiles de mer. Pas, tu connais ça? Je connais. C'est des étoiles. Quand l'étoile est dans la mer, là, qui peut voir? Personne. Personne. donc, les étoiles de mer qu'on retrouve dans nos océans, c'est les étoiles de personnes, si je comprends bien, qu'on a jetées là. Bien sûr, donc, quand vous voyez une étoile de mer, s'il vous plaît, ne la tuez pas, sauvez là. Mais si on sort l'étoile de mer de l'océan... Emmenez-la au pasteur. Elle saura quoi faire. Ok, on a compris. Ensuite, on a retrouvé une vidéo de notre business manager à l'époque où il s'essayait à la chanson. Every girl bend your back for it. Oh, 645 for it. Hey, go up on your back for it. Oh, TikTok, shake it up for it. Bend your back for it. 645. Le business manager nous a apparemment caché ses talents de chanteur. J'espère qu'il se présentera bientôt à The Voice Afrique. Vous connaissez son nom On a d'artiste? hâte de le Non, je ne connais pas. Si. Dalcy. Ah. On espère déjà le voir à The Voice. Alors Charles, on va vous retrouver tout à l'heure. Vous savez ce que vous allez faire. Vous irez chez Madame le pasteur et allez plaider la cause de votre étoile. Je vais d'abord chercher mon étoile dans l'océan. Ok, alors à tout à l'heure. Ok. Alors pour ce second numéro d'Actu Shake, nous recevons un invité. Nous allons le recevoir tout à l'heure, juste après ceci. Alors pour ce second numéro, nous recevons Adorel Agbessi. Comment allez-vous? Très bien, je me porte très bien. Ok, alors vous êtes le président de l'ONG Taha Passion. Tout à fait. Alors dites-nous, que faites-vous au sein de votre ONG? Taha Passion est une ONG qui a pour objectif principal d'accompagner la jeunesse, autrement dit des personnes au chômage ou des personnes qui n'ont carrément pas été à l'école, qui n'ont pas un emploi, ou des personnes, des femmes de ménage ou tout individu. Et à côté de cet accompagnement-là, nous ne donnons pas uniquement des formations, mais nous les installons pour qu'ils puissent démarrer automatiquement l'activité à la fin de la formation. En plus de ça, notre objectif est d'être un catalyseur pour tout ce qui est production agricole ou production animale. Ok, en ce qui concerne la production agricole ou animale, que proposez-vous? Notre spécialité à Taha Passion, c'est l'héliciculture. Je veux parler de l'élevage d'escargots. Oui. Et aujourd'hui, l'élevage d'escargots est devenu une nécessité parce qu'elle a plusieurs vertus. Oui. Lesquelles? Que plusieurs ignorent. Déjà, la chair, elle est riche en protéines, elle est riche en fer, en calcium. Et aussi, la bave d'escargot peut être utilisée pour les produits cosmétiques.
La coquille d'escargot est utilisée pour l'alimentation des volailles. Et les viscères de l'escargot aussi sont utilisés pour la pisciculture. Donc l'escargot en elle seule a plusieurs vertus que nous ignorons. Quelles sont les conditions à remplir pour participer à vos formations? Donc pour participer à la formation, déjà, nous n'avons pas de critères en termes de formation de base. Il faut être une personne qui désire mener une activité, aller sur notre page Facebook et nous écrire sur la page. Directement, il y a toujours quelqu'un pour répondre et nous orientons pour la procédure. Mais il n'y a pas un diplôme requis, il n'y a pas un niveau d'études requis. Même les retraités ou même les employés qui travaillent à plein temps peuvent participer à la formation. Et les formations durent en général combien de temps? Ça dépend de la période, mais en moyenne, elles durent 6 semaines. Donc en 6 semaines, ils seront capables de maîtriser. Voilà. Ok. Mais est-ce qu'il y a si on ne veut pas peut-être aller sur votre page d'abord, est-ce qu'il y a des numéros sur lesquels on peut vous contacter? Tout de suite, le numéro de service est le 60 57 76 76. Aussi banal que ça peut être, 60 57 76 76. Okay. Par WhatsApp ou par appel téléphonique, nous sommes toujours joignables. Beaucoup de personnes aujourd'hui nous approchent et nous demandent est-ce que si je fais la formation, je pourrais vendre le produit. Donc je tiens aussi à rassurer ces personnes-là que nous avons un circuit où nous aidons tous ceux qui produisent à sortir facilement leurs produits ou à l'étranger sur le plan local ou au niveau des restaurants ou supermarchés. Nous avons pas mal de relations où nous aidons tous ceux qui produisent puisque la demande est toujours supérieure à l'offre. Okay. Et aujourd'hui, l'espèce est en voie de disparition avec le ramassage en forêt et en brousse. Il y a beaucoup d'espèces qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Et nous avons quelques espèces rares que nous pouvons aussi nous aider. En tout cas, avec nous, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus pratique et beaucoup plus investissement et retour sur investissement. Mais est-ce qu'il y a un montant à dépenser? Pour dire vrai, c'est en cela que l'héliciculture est beaucoup plus intéressant. On n'a pas besoin d'une grande main-d'œuvre ou beaucoup d'investissement. Déjà, avec le programme de formation que nous mettons en place, avec 65 000 francs déjà à la base, vous démarrez, vous recevez la formation et vous avez un kit de démarrage où vous avez des escargots de démarrage, rien que des reproducteurs, avec 10 escargots ou 20 escargots. Et au bout d'un an, déjà, si le suivi est bien fait, vous pouvez vous faire un chiffre d'affaires de 10 millions. Quand je le dis, beaucoup disent que c'est théorique. Mais nous sommes partis de 10 escargots pour avoir une ferme, pour avoir des sites, un centre de formation et tout ça. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Adorel Agbessi. Vous êtes le président de l'ONG Tarabation. Merci de nous avoir éclairé sur les activités que mène votre structure. Ok, alors Charles, vous avez retrouvé votre étoile? Pas encore, mais des équipes sont à pied d'œuvre pour la retrouver. J'espère la retrouver avant la fin du week-end. Ce serait une bonne nouvelle pour Madame le pasteur. Pour moi surtout, parce que j'ai trop souffert. Alors Audrey Barbosa, c'est à vous pour votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur cette fois ira en faveur du dernier clip du célèbre artiste béninois Fanico en featuring avec la star malienne Sidiki Diabaté, Je t'aime. Donc Fanico nous a encore prouvé qu'il peut explorer divers horizons, de nombreuses facettes de la musique, et pour nous fans du romantisme, c'est un pur délice. Donc des paroles sensuelles, un cadre magnifique, un tournage quasiment parfait, une complicité, une familiarité entre les deux artistes et Sidiki Diabaté qui va jusqu'à parler fond, qui va jusqu'à dire « je t'aime » en fond. Je vous propose tout simplement d'en suivre un extrait. Je t'aime, oui je t'adore, tu as noyé toutes mes peines, merci de m'avoir ouvert la porte. Je t'aime, oui je t'adore, tu as noyé toutes mes peines, merci de m'avoir ouvert la porte. Yeah. Alors, vous avez regardé ce clip, qu'en pensez-vous? Bon, moi je trouve que c'est un beau clip. Est-ce que, je demande pour un ami, est-ce qu'on peut draguer avec ça? Je ne sais pas vraiment, hein, ça va dépendre de la fille et tout. Ah, d'accord. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un beau clip. Les paroles, ça parle à qui ça doit parler. Voilà mon avis par rapport à ce clip. Bah, j'ai trouvé ça aussi magnifique, surtout la meuf dedans.
Ok, je pense qu'on a encore quelques minutes, chers téléspectateurs, pour parler sport. Alors, si je vous dis athlétisme, vous pensez à quel athlète? Féminin ou masculin? N'importe. Usain Bolt. Et vous, Audrey? Je vais dire Marie-Josée Talou. Ok, ce sont de bonnes réponses, mais aujourd'hui, nous allons parler d'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps. Elle est jamaïcaine. Il s'agit de Shelly Ann Fraser-Pryce. Elle a pris part aux mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés du 27 septembre au 6 octobre à Doha, au Qatar. Shelly Ann Fraser-Pryce a remporté à Doha son 4e titre de championne du monde du 100 mètres à 32 ans et 2 ans après la naissance de son fils. Elle a survolé cette épreuve en 10 secondes 71 à 1 centième de son record personnel. Elle a signé par ailleurs la meilleure performance mondiale de l'année. It's a clean start. There's a roar from the crowd. Shelly Ann Fraser-Pryce gets a good start. Dina Asher-Smith going well. Fraser-Pryce is going to get there. What a performance. Fraser-Pryce, and it's silver for Dina Asher-Smith. Another gold. Her legacy as one of the all-time greats is surely complete. Ce n'est pas tout. La Jamaïque s'est également imposée sur le relais 4 fois 100 mètres féminin lors de ces mondiaux de Doha et qui faisait partie de ce relais, Shelly Ann Fraser-Pryce. Une performance à saluer, surtout après avoir mis entre parenthèses sa carrière pour cause de maternité. Alors, sur un 100 mètres, Shelly Ann Fraser-Pryce contre Charles Koulibaly, qui gagne? Le schéma est tracé. Hein. Elle gagne. Ce n'est pas moi. Ok, alors... Mais attends. Un bon béninois devrait gagner. Hein. Un bon béninois. Ah ouais, un bon béninois. Vous mettez quoi dans un bon béninois? Ah, va savoir. Un bon béninois devrait gagner. Ok, alors on peut essayer, lui en lancer peut-être un appel, essayer de concourir sur... Il n'y a pas de souci, laissez-moi me ressourcer d'abord. Mais vous pouvez essayer avec Noélie Yarigo d'abord. Ah non, c'est une béninoise aussi. Donc elle va vous battre. Ok, chers citoyens, citoyennes, c'est la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Portez-vous bien et à la prochaine.